L'histoire de Mario Balotelli débute dans les vallées du nord de l'Italie, à Brescia, ville industrielle de 200 000 habitants. À l'âge de 2 ans, Mario Barrois, né à Palerme en 1990, de parents ghanéens incapables d'assumer financièrement son éducation, est confié à une famille italienne, les Balotelli. Sa chance a sûrement été d'avoir rencontré ses parents adoptifs, la famille Balotelli. Ils ont cherché à bien l'éduquer et à développer son potentiel de joueur de football. Une famille avec beaucoup de valeurs, très attentive à l'éducation de Mario. Sa préformation, Mario Balotelli l'a effectuée dans un petit club de quartier, l'Uso Monpiano, où son empreinte reste forte encore aujourd'hui. Le président historique du club nous accueille dans son ancien bureau, décoré à la gloire de l'attaquant italien. C'est la licence que l'on a donnée à la fédération pour que Mario puisse jouer. Quand Mario est devenu célèbre, on a commencé à faire plein de photocopies et à tout conserver. Tous les enfants qui jouent à Monpiano rêveraient d'être comme lui et d'avoir la carrière de Mario Balotelli. À 10 ans, il est repéré par le club de Pavognana, en banlieue de Brescia. Talentueux, mais déjà caractériel, Balotelli quittera sa nouvelle équipe à 10 mois tard. Dario Lazzarin est le responsable de la formation au sein du club. Proche de la famille Balotelli, il avait accueilli, sous certaines conditions, un jeune homme ambitieux et perturbé. Nous sommes alors en 2001. On avait un contrat avec sa famille. Si Mario faisait des bêtises ou se comportait mal, il était puni et privé de match. À 15 ans, il avait déjà dit à ses coéquipiers qu'il voulait jouer pour l'équipe nationale. Il le répétait. Moi, je veux jouer pour l'équipe nationale. Il était caractériel. Un caractère singulier pour un garçon différent. Lui, le fils d'immigrés africains, unique enfant de couleur, au sein d'une équipe entièrement composée de joueurs blancs. Cette situation va dès l'adolescence confronter Mario Balotelli au racisme dans les stades. Le foot lui a permis de prendre le dessus sur ça. Mais quand on allait disputer les matchs, certains supporters adverses se comportaient mal. À cette période, il se faisait parfois huer. Son parcours, depuis Lumezzane, suscite chez les jeunes autant d'admiration que de crainte. Ça, c'est la photo de Mario Balotelli, qui est venu nous voir l'an dernier à San Andrea pendant que l'on s'entraînait. Il est venu saluer les anciens coachs et nous les joueurs. C'était très émouvant. C'est une bête, il est vraiment impressionnant. Et je suis très content de l'avoir rencontré. Balotelli me plaît, mais il faudrait qu'il mette de l'or dans sa tête. Il pourrait devenir un très grand champion s'il utilisait bien sa tête. Avant, il n'avait pas de fiancée. Il ne sortait pas le soir. Quand il était ici, c'était le ballon et c'est tout. Lorsqu'il est parti à Milan, tout a basculé. À 16 ans, Balotelli quitte Brescia et rejoint l'Inter Milan. Avec Roberto Mancini puis José Mourinho, l'attaquant italien remportera 3 championnats d'Italie et la Ligue des Champions en 2010. Doué, charismatique, provocateur, Mario Balotelli devient un phénomène. Pour les observateurs, les premiers souvenirs de Mario, c'est quand il avait 16 ans, à Lumezzane. Car ce n'était jamais arrivé qu'un garçon de son âge débute en série C. Et après, on pense tout de suite à ses premiers titres de champion remportés avec l'Inter. La vittoria al campionato primavera con la primavera dell'Inter, lo scudetto primavera. Là, il semblait vraiment prédestiné pour atteindre les sommets. Et tout le monde parlait de lui comme d'un joueur au potentiel hors norme. Un joueur hors norme et un homme imprévisible.
capable de jeter son maillot par terre après une victoire ou de revendiquer son amour pour l'AC Milan, le rival historique. Balotelli agace autant qu'il séduit. Quand il perd ses repères, son comportement est toujours très exagéré. Cela peut provoquer des conflits. C'est un garçon qui n'a pas de demi-mesure. S'il pense qu'une chose est injuste, il trace son chemin. Cela peut arriver comme quand il a jeté son maillot de l'Inter par terre. En 2009, année où il devient l'un des titulaires de l'attaque interiste, les incidents racistes à son égard se multiplient. Insultes et chants hostiles accompagnent presque chaque sortie du jeune attaquant italien. Je me rappelle en particulier ce qu'il s'est passé à Turin en avril 2009, lors de Juventus-Inter, un énorme match. Mario était sur le terrain et tout le stade, enfin pratiquement tout le monde, criait et le huait. Un moment d'incivilité absolue, à tel point que la justice sportive italienne a sanctionné les supporters de la Juventus. Il faut toujours imaginer le niveau de pression qu'il a eu sur lui. Et en France, je pense que c'est très important de voir cette chose parce que personne en France ne peut imaginer que être noir dans un pays frère comme l'Italie puisse avoir été quelque chose de tellement compliqué. En France, c'est la normalité. En Italie, Balotelli a été celui qui a cassé l'iceberg. Et donc, il a vécu à 20 ans, à 18 ans, à 19 ans, des moments émotivement très compliqués. Il faut toujours, je pense que les Français, les supporters français, quand ils pensent à Balotelli, pensent aussi à cette chose-là. À 20 ans, Balotelli est déjà davantage qu'un joueur de foot. Il est l'un des symboles d'une Italie en pleine mutation migratoire. Son statut pose la question de l'intégration des fils d'immigrés dans la société italienne, une problématique nouvelle pour le pays. Les particularités de l'Italie à partir des années 90, notamment du point de vue de l'immigration, c'est le fait que ce pays est en train de connaître un formidable choc migratoire. Jusque dans les années 70, c'est les Italiens qui émigraient. À partir du milieu des années 70, ce pays accueille des immigrants et encore plus dans les années 90. Faut jamais oublier qu'il y a la chute du mur de Berlin, qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent notamment de l'Albanie, puis de la Roumanie, et puis d'autres pays autour du monde, du bassin méditerranéen. Et effectivement, il y a un choc migratoire dans ce pays. On va passer d'à peu près 2 millions d'immigrés à plus de 5 millions. Alors c'est un pourcentage de population qui est faible par rapport à la population immigrée de la France, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, mais pour l'Italie, ça a été un choc. Et notamment dans la région, on va se retrouver Mario Balotelli en Lombardie, à Brescia, qui est une des régions les plus riches de l'Italie, qui est une région encore comportant de nombreuses industries, mais où on va voir arriver ces immigrés, et en plus, en l'occurrence, un immigré d'origine africaine, et c'est vrai qu'il va être, comme tant d'autres, soumis à un regard assez pesant sur lui, parfois à des attitudes xénophobes et racistes. Une des questions qui a joué un rôle a été celle du fait que Balotelli a été le premier joueur de couleur italien. Et en Italie, ça a choqué, ça a fait discuter. On n'a jamais eu dans l'équipe de foot nationale, on a seulement eu des blancs avec des cheveux noirs ou blancs, mais des blancs. Et donc ça a été quelque chose de très important, je pense, pour l'Italie, pour l'intégration. Donc on doit remercier Balotelli pour ça. En 2010, en conflit avec ses dirigeants et une partie des supporters, il quitte l'Inter Milan pour rejoindre Manchester City et retrouver son mentor, Roberto Mancini. Il s'intègre dans l'attaque mancunienne aux côtés de Carlos Tevez et Sergio Agüero et connaît ses premières sélections avec l'équipe nationale italienne. L'une des raisons qui explique qu'il était autant apprécié par les supporters de Manchester City,
C'est son parcours, son enfance difficile. Quand il a démarré le football en Italie, il a connu le racisme. Il a dû se battre contre ça, les banderoles qui disaient « pas d'Italiens noirs » par exemple. Et quand il est arrivé à Manchester, nous avions lu toutes ces choses-là sur lui. Et ça nous a donné un lien particulier avec Mario. Parce que nous sommes un club multiculturel, notre propriétaire est arabe, nos supporters sont multiculturels, et j'aime me dire que nous ne tolérons pas de racisme. Toutes ces choses ont créé un lien particulier avec Mario. Champion d'Angleterre en 2012, il inscrira cette année-là un doublé en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. Il est alors au sommet de sa carrière. Ce soir-là, il a été adulé comme jamais. Un moment exceptionnel avec ses 2 buts, notamment le deuxième, incroyable avec une telle puissance. Il avait touché le ciel du doigt. Il y avait énormément d'émotions. Il a même été très malin en allant embrasser sa mère sur le terrain à la fin du match. C'était un moment extraordinaire, très émouvant, probablement l'image de l'Euro. Straordinario, emozionante, incredibile, forse è stata l'immagine più bella di quell'europeo. Ricordo il giorno dopo. Le jour d'après, tu te rendais compte qu'il suscitait une curiosité invraisemblable et il y avait rarement eu autant de réactions sur un sujet. Il était sur le toit de l'Italie. La risposta della gente raramente era stata così forte per un argomento. Quindi no, ovviamente in quel momento insomma era sul tetto d'Italia. C'est quelqu'un de controversé qui peut parfois être agaçant pour les supporters, mais dans le même temps nous l'adorons. Parce que, vous savez, dans le football aujourd'hui, personne ne sort du cadre. Tout est très professionnel. Mario était différent, il donnait l'impression de venir d'une autre planète. Brillant sur le terrain, il se distinguera aussi, comme souvent, par ses frasques extrasportives. En 2011, il met le feu à sa maison en tirant des feux d'artifice. La même année, son club lui inflige 100 000 € d'amende pour avoir tiré des fléchettes sur des jeunes du centre de formation. Les tabloïds traquent dès lors ses moindres faits et gestes. Ces histoires alimentent régulièrement la presse à scandale. L'attaquant italien serait venu en aide à un enfant qui était harcelé dans son collège. Il aurait donné 1000 livres à un SDF. Des histoires invérifiables, jamais confirmées, ni fermement démenties par l'intéressé. Hassam Naïm est un blogueur influent du club de Manchester City. Chaque semaine, son podcast est écouté par des milliers d'auditeurs. À Paris, où nous l'avons rencontré, il se souvient du traitement médiatique infligé à l'attaquant mancunien. Les médias britanniques n'ont pas la réputation d'être les plus compatissants et délicats du monde. Vous savez, en anglais, nous avons une expression qui dit « il était au centre de l'attention ». Et depuis le jour où il est arrivé, la presse a toujours cherché des histoires à écrire sur lui, des histoires négatives, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. À City, son aventure s'achèvera une nouvelle fois, à la suite d'un conflit avec son entraîneur. Lors d'un entraînement, une altercation l'oppose violemment à Roberto Mancini, qui l'a pourtant toujours soutenu. Le technicien italien résumera la complexité de la relation tissée avec son joueur. Nous sommes très tristes, car Mario était un joueur important pour nous. Vous pouvez être en colère parfois contre lui, mais il redevient vite un type adorable. En 2013, il quitte Manchester City pour l'AC Milan. Accueilli en héros par les tifosi, il avait pourtant été critiqué avec virulence par le président Silvio Berlusconi quelques semaines avant sa signature dans le club lombard. Je suis navré de devoir dire ça, mais au Milan, ce n'est pas comme dans les autres équipes. L'aspect humain et l'individu comptent beaucoup. Et si je mets une pomme pourrie dans le vestiaire, elle peut infecter les autres joueurs. Et comme j'ai pu à différentes occasions me faire un avis sur l'homme, Balotelli, je n'accepterai jamais que cette personne fasse partie du vestiaire.
Cette même année, Enrico Letta, membre du Parti démocratique et Premier ministre du pays, nommera pour la première fois une personne issue de l'immigration au gouvernement italien. Cécile Kyenge, d'origine congolaise, fut, comme Balotelli, victime de réactions de rejet et de propos racistes. En vérité, quand j'ai décidé de nommer Cécile Kyenge ministre de mon gouvernement, j'avais en tête la nationale et Balotelli. Parce que Balotelli avait vraiment joué un grand rôle à travers le sport. Et moi, je me disais, mais ce n'est pas possible que je prends le métro à Rome ou à Milan, je regarde le wagon de mon métro, il y a au moins 10, 15, 20% des gens dans le métro qui ne sont pas italiens d'origine et qui ont des couleurs différentes. Il y a des Asiatiques, il y a des gens noirs, et ce n'est pas possible que j'entre dans le Parlement italien et c'est seulement le blanc. Alors je me disais, il faut qu'après le sport, après le football, la politique fasse le pas. Je fais ce lien entre Balotelli et la ministre Kyenge parce que réellement, pour un pays comme l'Italie, qui était habitué à avoir seulement des gens blancs, ça a été deux symboles dans les deux domaines, le sport, et dans le sport le foot, et la politique, qui sont les domaines que tout le monde regarde à la télé et qui sont les domaines à la fin les plus populaires, peut-être les plus importants. Adulé, rejeté, réputé ingérable, Mario Balotelli connaîtra 2 années chaotiques à Liverpool, puis de nouveau à l'AC Milan, inscrivant 2 buts en 2 saisons. À 26 ans, il court déjà après son glorieux passé. C'est un immense gâchis. On a déjà connu ça en Italie avec Antonio Cassano, qui avait un talent exceptionnel mais qui s'est autodétruit. Mario est en train de suivre le même chemin, peut-être même pire. Parce que Cassano, lui, à 26 ans, n'avait pas le même potentiel que Mario. Et pour un passionné de foot, oui, c'est un immense gâchis. L'été dernier, son agent, le sulfureux Mino Raiola, lui cherche un point de chute. Aucun club en Europe ne souhaite enrôler un joueur à la réputation d'incontrôlable. En France, il sera proposé à Nantes et Bordeaux. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas, qui a depuis démenti cette information, aurait souhaité le faire venir à Lyon. Jean-Pierre River prendra l'initiative de contacter l'agent de Balotelli durant l'été et s'appuiera sur un joueur niçois pour jouer les médiateurs avec l'attaquant italien, le défenseur Mathieu Baudemer, déjà à l'origine de la venue d'Hatem Ben Arfa 1 an plus tôt. Pendant 2-3 mois, j'ai approché Mino Raiola, effectivement, je lui ai dit tiens, j'ai besoin d'un attaquant qui est en souffrance, mais je n'ai pas dévoilé tout de suite Balotelli, donc il m'a envoyé des joueurs comme ça, bon, aucun qui était très intéressant. Et puis un jour, j'ai un peu plus poussé, et puis j'ai dit mais tu sais pourquoi pas Mario chez nous, donc c'était porte fermée. Et puis bon, j'ai continué, j'ai relancé, puis un jour j'ai donné tous les arguments pour lesquels il pourrait avoir un intérêt d'avoir Mario chez nous. Bon, il n'y a toujours pas de retour, donc un jour j'ai dit écoute, parle au moins de Nice à ton joueur. Voilà. Et un jour j'ai su qu'il n'y avait pas Nice à son joueur, puisque un de mes propres joueurs, Mathieu Baudemer, a eu un coup de fil un jour d'un autre joueur qui lui a dit écoute, Mario cherche des infos sur Nice, est-ce que tu peux m'en donner? C'est Mamadou Sakho qui m'a appelé tout simplement, en me disant que Mario était peut-être intéressé par le projet de Nice il y a un petit moment, et qu'il voulait me parler pour que je lui donne un maximum d'indications. Donc on a échangé pendant quasiment 15 jours. Voilà, j'étais en relation avec le président quasiment tous les jours aussi pour lui redonner les informations qu'il y avait par rapport à Mario. Mais voilà, dès le premier contact, j'ai senti qu'il avait vraiment envie de venir et qu'il voulait surtout se relancer. Et à ce moment-là, quand j'ai su que le joueur s'intéressait à Nice, j'ai rappelé Mino Raiola, j'ai dit écoute, il faut absolument que je rencontre ton joueur. Donc il m'a dit non, mais ça sert à rien. J'ai dit écoute, je veux le voir. Ouais, ça ne te coûte rien, je le prends en charge, il vient me voir, je le rencontre, on parle, on discute et on voit. Tout le monde l'annonçait comme quelqu'un un petit peu respectueux, mal élevé entre guillemets. Voilà, quand il m'a appelé la première fois, il m'a dit j'espère que je te dérange pas, de prendre 5 minutes. À la fin, il m'a remercié 10 fois. Voilà, quelqu'un de très, très respectueux, très poli. Et voilà, il m'a dit simplement qu'il avait envie de jouer, il avait besoin de se retrouver dans une équipe où on avait confiance en lui, de retrouver avec des partenaires qui avaient confiance en lui.
Voilà, après j'ai vendu le projet de Nice, qu'on avait une équipe jeune, qu'on avait fait une belle saison, qu'on avait l'Europa League, qu'on avait un beau stade, qu'on avait une belle région. Toutes ces choses-là que le coach pourrait faire progresser, qu'avec le président il aurait une belle relation comme on a pu l'avoir à Thèbes. Et voilà, ça s'est fait. Après, je pense que le président fait un effort financier aussi peut-être plus conséquent qu'à Thèbes, mais l'envie venait de Mario aussi à la base. Lors de notre reportage, nous avons rencontré la mère adoptive de Mario Balotelli, veuve depuis l'an dernier, qui habite toujours le modeste 3 pièces familial en périphérie de Brescia. Afin de préserver la tranquillité de son fils, elle n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais nous a confirmé une chose, le rêve de son enfant, de réintégrer l'équipe nationale italienne. Je pense qu'il peut avoir l'influence qu'a eu Ibrahimovic en termes de buts marqués et de talent. Il peut démontrer pourquoi, à 18 ans, 19 ans, il était considéré comme potentiellement l'un des plus grands joueurs des 10-12 prochaines années. J'ai quand même du mal à imaginer un retour de Mario dans une grande équipe, parce qu'il a connu l'échec beaucoup de fois. C'est très dur de dire aujourd'hui s'il reviendra dans un grand club, car cela s'est mal passé à la fin à l'Inter, au Milan, à City, à Liverpool. Donc pourquoi, objectivement, on devrait dire que ça irait bien maintenant? Mais il se pourrait que cela se passe bien à Nice et qu'ensuite il revienne en équipe nationale, car il y a une chose à laquelle il est très attaché, c'est le maillot de l'Italie. International à 33 reprises depuis 2010, Mario Balotelli n'a plus été convoqué depuis 2 ans avec la nationale. Auteur d'un début de saison prometteur, le phénomène italien semble retrouver son niveau et le plaisir de jouer. Mais avec lui, tout reste imprévisible. Il sera, pour toujours, un footballeur à